Bruit de page de l'université du Bruit de Havre. page. Bruit de page. Page. Bruit de page. Bruit de page. La présentation que je vais vous faire est issue d'une publication de la documentation photographique, qui est une publication régulière de la documentation française. La documentation photographique alterne tous les 2 mois un ouvrage de géographie et un ouvrage d'histoire. Et j'ai eu la chance et l'honneur de publier un ouvrage sur le Sahara au début de l'été 2015 sous le titre « Le Sahara, un désert mondialisé ». Alors je vais présenter le contenu de cet ouvrage sans trop rentrer dans les détails, surtout en essayant de montrer le décalage qui existe entre les images que renvoie le Sahara et puis ce qu'est la réalité de ce grand désert, aujourd'hui le plus grand désert du monde. Tout d'abord, les images du Sahara. Le simple mot Sahara renvoie à toutes sortes d'images, le sable, les nomades, la chaleur par exemple, qui sont généralement très attractives et qui ont une connotation positive, tout particulièrement pour les Français. Ceci pour des raisons de proximité culturelle et linguistique qui sont le résultat de la période coloniale qui a permis aux Français et au peuple saharien de se fréquenter pendant très longtemps, sous forme parfois guerrière, bien entendu. Dans les images que je viens d'évoquer, le sable, qui est un peu peut-être l'image de marque principale du désert, est pourtant une formation qui ne couvre guère plus de 25% de la totalité du Sahara. Le Sahara est fait beaucoup plus de montagnes et de cailloux que de sable. Mais le sable est l'une des images de marque particulière du Sahara avec les nomades. Alors les nomades, qui sont très souvent parés de toutes les vertus par les Européens, apparaissent comme ceux qui ont su faire la synthèse en quelque sorte, et ils sont les seuls, entre les caractères extrêmes du désert, entre ce que le Sahara véhicule d'images de vie et d'images de mort. C'est la confrontation entre ces 2 catégories de représentation qui a très certainement donné au Sahara sa dimension mythique. Ce désert est peu à peu devenu le territoire par excellence de l'exploration, du mysticisme, de l'aventure. Et je reprends ici la phrase d'un de mes confrères, Jean Bisson, qui a beaucoup travaillé sur le Sahara et qui, dans un livre en 2003, a dit ceci à propos du mythe saharien. Le mythe saharien, c'est l'écosystème de l'aube des temps et l'esprit chevaleresque d'un Moyen-Âge idéalisé qui font bon ménage dans la quête de l'absolu à laquelle l'environnement saharien offre un cadre sans égal au monde. On ne saurait mieux dire. Les nomades, donc, ont très largement participé à l'imaginaire saharien. Pendant la période coloniale dont je parlais tout à l'heure, ils ont été les adversaires farouches des colonisateurs et tout particulièrement de l'armée française. Les Touaregs du Hogar, par exemple, ou les Maures de l'Adrar de Mauritanie, qui se sont longtemps opposés à la pénétration française, mais ces grands nomades ont pourtant été parés de toutes les vertus par les Européens, en raison de leur exceptionnelle adaptation à un milieu dans lequel la vie est particulièrement difficile et à laquelle ils ont réussi à s'adapter, mais aussi parce qu'il y a une image de liberté qui est attachée à leur mode de vie. Cette image de liberté, il faut bien dire qu'elle est souvent en trompe-l'œil. Théodore Monod, le grand saharien, avait l'habitude de dire qu'au Sahara, on ne décide pas, on obtempère, pour bien montrer que dans un milieu aussi difficile et où les contraintes sont tellement importantes, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi, et la liberté, bien souvent, est une apparence et un trompe-l'œil beaucoup plus qu'une réalité. Ces grands nomades mènent, ou ont mené, je devrais dire, une vie bien souvent qui ne correspond pas tout à fait à l'image qu'on s'en fait le plus souvent. Les nomades sont attachés à leur village, à leur campement, et ils ne se déplacent pas sans cesse comme on a tendance à le penser. Ce sont des gens qui se déplacent, mais en réalité ce sont les hommes qui se déplaçaient dans le système traditionnel
parce qu'il fallait bien s'occuper des troupeaux et puis aussi aller faire des razzias dans les villages de sédentaires ou dans les autres tribus nomades. Les vieillards, les enfants, les femmes restaient dans les campements et ne bougeaient pas. Donc il n'y avait pas de déplacement continuel de tous ces nomades. Les nomades se déplacent évidemment, mais pas tous, et ils se déplacent parce qu'ils sont obligés de le faire le plus souvent. Le nomadisme a disparu en bonne partie à la suite de la grande sécheresse des années 70-80, qui a été une terrible sécheresse dans un milieu qui pourtant est déjà aride par définition, et qui a contraint beaucoup de nomades dans le Sahara central, les Touaregs en particulier, mais pas seulement, à se sédentariser dans des villages, parfois avec l'aide des gouvernements. Le gouvernement algérien a aidé les nomades sahariens à se sédentariser. Il faut dire en passant que ça arrangeait bien le gouvernement d'avoir de bonnes raisons de sédentariser ces nomades, puisque les nomades sont toujours mal vus par les États indépendants. Mais le nomadisme a en grande partie presque disparu pendant cette grande sécheresse des années 70-80. Il reste néanmoins des familles qui vivent de ce mode de vie dans le Sahara central, dans le massif du Hogar ou dans la Drare de Mauritanie, mais c'est désormais plus un mode de vie qu'un déplacement. Ces familles vivent sous la tente, très pauvrement, mais ne se déplacent plus beaucoup. Alors, voilà pour ce qui est l'image du Sahara, une image qui ne correspond pas toujours à la réalité et qui est une image très, très valorisée et très attractive pour les Européens et notamment pour les Français. Et par rapport à cette image, eh bien, le Sahara a connu depuis une soixantaine d'années, depuis les années 50, une somme de mutations, d'évolution, de crise qui est tout à fait impressionnante. À la fin des années 50, la découverte des hydrocarbures, notamment en Algérie, en Libye, et presque en même temps les décolonisations. Ensuite, un phénomène d'urbanisation dont je vais reparler, des migrations qui sont continuelles dans toute cette région de l'Afrique depuis les années 60, la sécheresse, dont j'ai dit un mot, des guerres civiles, l'implantation de réseaux terroristes, le trafic de drogue, et puis, plus près de nous, le printemps arabe. Donc une somme d'évolutions, de mutations, de chocs qui ont considérablement marqué ce désert et qui font que le Sahara ne peut absolument plus être considéré aujourd'hui comme un monde à part. Ça n'est pas un espace à l'écart de tout, qui serait vide. Alors, les densités de population sont très peu importantes, évidemment, à peu près 1 habitant au kilomètre carré en moyenne. Mais dans ce désert, il se passe beaucoup de choses, et en tout cas, ça n'est plus un monde à l'écart de tout. On pourrait même dire que l'accumulation de ces phénomènes globalisants dont je viens de parler font du Sahara aujourd'hui une espèce de nœud géopolitique dans lequel il se passe beaucoup de choses. Alors, parmi les éléments que j'ai cités, un petit mot sur l'urbanisation. C'est peut-être un peu curieux et un peu surprenant de parler d'urbanisation dans un désert comme le Sahara, dans un désert qui reste peu peuplé, hein, 1 habitant au kilomètre carré en moyenne. Pourtant, il se passe au Sahara ce qui se passe partout dans le monde, c'est-à-dire que les habitants vivent de plus en plus dans des villes et dans des villes qui sont de plus en plus peuplées. Ça ne veut pas dire au Sahara qu'il y a des villes partout, mais sur les limites nord et sud du désert, et plus particulièrement sur les marges septentrionales, donc côté Maghreb, il y a des villes qui sont de plus en plus importantes et des populations qui, en Algérie ou en Libye, habitent aujourd'hui presque uniquement dans les villes. Ça veut dire que le reste du désert s'est aussi vidé en parallèle. Des villes sont devenues très importantes. La capitale de la Mauritanie, Nouakchott, qui était une petite bourgade absolument ridicule à l'époque de la
l'indépendance du pays, lorsqu'elle a été choisie comme capitale, c'est une ville d'1 million d'habitants aujourd'hui, avec des bidonvilles, pas de plan d'urbanisme, enfin une ville assez incroyable. Et puis de nombreuses villes sont aussi très peuplées, de l'ordre de 100 à 150 000 habitants. Je prends l'exemple de la ville de Tamanrasset, dans le sud algérien, la capitale du Hogar. C'est une ville qui a triplé de population en 20 ans. Elle est peuplée aujourd'hui de 120 000 habitants et elle était peuplée en 1990 de 40 000 habitants. C'est une croissance qui est vraiment très importante et qui est le résultat d'apports divers, notamment l'arrivée d'Algériens du nord du pays pendant la guerre civile qui sont venus se réfugier dans des régions où il y avait moins d'attentats. Un petit mot sur les migrations, bien entendu. Le phénomène migratoire dont on parle beaucoup, et à juste titre en Europe actuellement, c'est un phénomène qui a lieu dans toute cette région de l'Afrique et dans bien d'autres régions du monde depuis très longtemps. Depuis les années 60, il y a eu d'intenses mouvements de population, notamment du sud vers le nord, pour des populations subsahariennes qui allaient chercher du travail là où il y en avait, c'est-à-dire dans des pays du Maghreb, où il y avait du gaz, du pétrole, des chantiers de travaux publics, et donc de l'embauche possible. Et il y a eu, dans les années 60-70, d'importantes populations qui ont migré vers le nord pour chercher du travail. Parmi ces populations, un cinquième, 20%, mais guère plus, ont tenté, à partir des années 90, de passer en Europe. C'est-à-dire que l'arrivée de migrants en Europe, ça n'est qu'une toute petite partie, enfin une petite partie, 20% à peu près, des migrants qui avaient quitté leur pays au sud du Sahara. Alors les choses ont évolué avec l'effondrement du régime libyen de Kadhafi, évidemment en 2011, puisque ce pays qui a sombré dans le chaos est devenu aujourd'hui la proie des réseaux mafieux qui organisent ces routes migratoires et qui, après avoir cessé leurs activités en Libye lors de la chute de Kadhafi, ont repris en 2013 et les routes migratoires passent à nouveau par la Libye aujourd'hui. Mais les arrivées de migrants à travers le Sahara sont plutôt en baisse en 2015 par rapport à 2014 et les arrivées de migrants en Europe se passent aujourd'hui plutôt par l'est de la Méditerranée davantage que par le Sahara. Les migrations transsahariennes ont un peu perdu de leur importance par rapport aux quelques 800 000, je crois, migrants qui vont arriver, 700 000 ou 800 000 migrants qui vont arriver en Europe en 2015. Alors, les réseaux djihadistes, ils ont leur origine en Algérie. C'est à la suite de la guerre civile en Algérie, dont j'ai parlé brièvement, entre 1992 et 2000, que les réseaux djihadistes qui avaient organisé cette guerre civile, qu'on appelle la décennie noire en Algérie, ont été peu à peu repoussés vers le sud, dans le désert, dans le Sahara, par l'armée algérienne. Ils se sont réfugiés dans les régions frontalières parce que lorsqu'ils étaient poursuivis par l'armée algérienne, ça leur permettait de passer une frontière et de se mettre à l'abri. Et puis, ces réseaux se sont peu à peu enquistés au Sahara. Et puis, avec la chute du régime de Kadhafi en 2011, eh bien, ils ont été s'approvisionner dans les stocks d'armes extrêmement importants que Kadhafi avait constitués et ils ont accru leur potentiel militaire à cette période, bien entendu. Alors, depuis cette période, le Sahara est devenu, il faut bien le reconnaître, un refuge pour ces groupes criminels qui ont organisé des enlèvements d'Occidentaux. Le premier enlèvement de touristes au Sahara, dans le sud algérien, a eu lieu en 2003. 32 touristes qui voyageaient par petits groupes séparés ont été enlevés. Ils ont été libérés par la suite. Et puis, depuis, il y a eu évidemment toute une série d'enlèvements dont le but était le plus souvent d'obtenir des rançons. Ces rançons, le gouvernement français dit toujours qu'il n'y a pas de rançon versée, mais on sait bien que les enlèvements de Français se terminent
généralement par une libération. Alors il y a soit des libérations de prisonniers politiques à la clé, soit des versements de rançon avec des intermédiaires. Ça permet d'alimenter financièrement les groupes djihadistes, et ces groupes djihadistes s'alimentent aussi par le biais du trafic de drogue, qui est intense à travers le Sahara, notamment avec les réseaux de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud. Voilà, donc le Sahara aujourd'hui est un désert qui est marqué par cette activité djihadiste, terroriste, et cette activité s'est traduite aussi en 2012 par la tentative de sécession du nord du Mali, la région de l'Azawad, qui a annoncé son indépendance le 6 avril 2012, mais le groupe qui avait organisé cette sécession, le Mouvement national de libération de l'Azawad, mouvement Touareg, a très rapidement été marginalisé par d'autres groupes présents dans la région, qui étaient des groupes djihadistes. Et à la suite de l'entrée en scène de ces groupes, eh bien, l'armée française, qui était la seule armée avec des forces prépositionnées dans la région, est intervenue le 11 janvier 2013. C'est l'opération Serval. L'armée française a réussi à repousser ces groupes et à pacifier, enfin le mot est sans doute un peu fort, le nord du Mali. Et puis ces groupes se sont repliés notamment dans le sud libyen, où le pays actuellement, où les frontières sont ouvertes à tout vent. Et le terrorisme saharien, bien entendu, est aujourd'hui organisé depuis le sud libyen. L'armée française a organisé une autre opération, l'opération Barkhane, dont le siège est à N'Djamena, au Tchad. Et cette opération va vraisemblablement s'inscrire dans la durée, puisque le terrorisme maintenant a pris une nouvelle figure qui est la concurrence entre AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'était implanté à la suite de la guerre civile algérienne, concurrence avec l'État islamique, Daesh, qui est implanté en Libye aujourd'hui et qui a fait alliance en mars 2015 avec un autre groupe terroriste de la région, le groupe nigérian Boko Haram. Et donc il y a aujourd'hui une concurrence entre ces groupes au Sahara, et la France, qui a organisé cette force Barkhane, va vraisemblablement être installée pour de longues années dans cette région du monde, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La France et les États-Unis aussi, mais les États-Unis n'ont pas de base permanente en Afrique. La France et les États-Unis sont actuellement les deux grandes puissances qui organisent la lutte contre le terrorisme dans cette région de l'Afrique, avec des armées africaines qui sont plus ou moins bien équipées. L'armée malienne est mal équipée, mal entraînée. L'armée tchadienne est l'armée de loin la mieux entraînée et la mieux équipée. Et c'est notamment pour cette raison que la France a installé le poste de commandement de l'opération Barkhane à N'Djamena. Voilà le tableau. L'image du Sahara, il faut bien le reconnaître, ne correspond pas à ce qu'est devenu le Sahara aujourd'hui, c'est-à-dire un désert en crise, en grave crise, mais la crise n'est pas circonscrite au Sahara. Le Sahara se trouve au centre d'une très vaste zone qui va du Moyen-Orient à l'Afrique centrale, et qui est la plus grande zone de conflit, la zone de conflit la plus étendue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.